Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du PER, Price to Earning Ratio. On se retrouve tout de suite sur l'Excel qui est là. Donc on va se faire un petit mémo, vous voyez il y a toutes les pages en bas, un petit mémo donc pour se rappeler tous ensemble ce que c'est que le PER ratio. On aura un petit exemple pour faire un petit calcul rapide et ensuite je vous ai pris 5 contre-exemples entre guillemets pour vous aider à utiliser ce ratio parce qu'il peut être piégeux. C'est-à-dire que c'est souvent le ratio le plus simple ou le plus connu en tout cas utilisé par les débutants, mais il faut savoir qu'il ne faut absolument pas le prendre pour seule donnée d'analyse parce que justement grâce aux exemples que je vais vous donner vous allez pouvoir voir en quoi ça peut changer votre point de vue de façon inutile ou alors la mauvaise manière en tout cas. On commence. Donc le Price to Earnings Ratio, l'objectif de base, c'est de permettre de comprendre rapidement si le prix d'une action est sur ou sous-évalué, grâce à un petit ratio voilà, qui est souvent compris du S&P à peu près autour de 20. Ça c'est une moyenne, mais il y a une disparité qui est gigantesque. Le calcul est simple, on fait le prix de l'action actuelle divisé par les profits divisé par le nombre d'actions, ou alors le prix divisé par l'earning per share. Donc c'est l'earning per share, c'est quoi? C'est le profit par action, tout simplement. Donc c'est plus simple de faire le PS puisque ça revient au même que le profit divisé par le nombre d'actions. Bien sûr, on prend les profits sur un an, c'est mieux. Enfin, c'est que le calcul se fait comme ça. Attention, le PER doit être mis en perspective. Donc ça, c'est le premier attention, mais c'est vraiment le plus simple. Donc c'est la croissance de l'entreprise, c'est-à-dire qu'une croissance une entreprise qui a 0% de croissance, qui bouge pas, qui stagne, aura forcément un PER plus bas qu'une entreprise qui a 50% de croissance. C'est normal parce que le PER se fixe sur les revenus présents. Donc si on anticipe des revenus futurs, forcément, le PER sera logiquement plus haut. Donc le secteur de l'entreprise, on sait que par exemple les valeurs technologiques qui ont souvent du coup une belle croissance ont un PER plus élevé que, je dis n'importe quoi, des banques avec plus d'instabilité, moins de croissance. Et ensuite, la cyclicité des revenus d'une entreprise. J'ai mis l'énergie par exemple, effectivement, en fonction du cours du pétrole, de l'inflation et plein de choses. Les pétrolières ont un PER très varié. Donc, il faut faire attention aussi à ça. On va passer tout de suite au petit exemple. Donc, petit exemple avec Apple, entreprise que tout le monde connaît. Donc, j'ai mis le prix actuel au cours d'aujourd'hui. On est à 177,56. On va s'intéresser au net income, la première petite flèche donc qui représente les profits, à l'earning per share. L'earning per share, donc les profits par action. Et alors l'earning per share dilué, c'est le nombre, c'est la revenu par action, mais dilué, ça veut dire qu'on prend en compte par exemple le stock-based compensation, c'est le revenu, les salaires payés en actions aux employés qui ne sont pas encore convertis, ou les plans d'épargne, ou ces choses-là. Donc on voit que ça a peu d'effet ici, mais il faut faire attention, des fois ça a plus d'importance. Donc aujourd'hui on va prendre simplement l'earning per share pour pas s'embrouiller, mais voilà, il faut faire attention quand même à regarder. Voilà. Donc j'ai mis la formule PER égale prix divisé par profit. On a deux moyens de le calculer, on va faire ça ici. Donc 177,56, c'est le prix de l'action. C'est profit. Donc les profits, on prend... Alors, on a 2022 où LTM, c'est Last 12 Months. Des fois, on a TTM, c'est Trailing 12 Months. Donc c'est pareil, c'est la même chose. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les 12 derniers mois. Je trouve, plus qu'une année. Mais si on a envie de calculer sur une année, on peut faire, bien sûr. Mais pour avoir la chose la plus actuelle, il faut prendre les derniers mois. Donc c'est ce qu'on va prendre là. Donc on voit qu'on est à 94 760. Il faut faire attention, les Américains, ils aiment bien mettre des virgules, mais ça n'en est pas vraiment. Et on va prendre du coup le nombre d'actions pour couper ce profit par le nombre d'actions. Donc on a weighted. Donc voilà, on prend le normal, on ne prend pas le dilué. Parce que c'est pas quelque chose qui est super important ici. Hop, 61. Hop.
et on s'en sort avec un PER de 29,41. Donc ça, c'était la façon la plus longue, entre guillemets, de le faire. Là, si on le fait de façon plus courte, hop, le PS normal, il est à 6,04, 6.04, hop, on est à 29,39. Donc, très équivalent. Je ne sais pas exactement ce qui change, mais on est à peu près à un PER de 29,4. Donc ça, c'était le petit exemple. Maintenant, on va passer aux études de cas, où on va voir que c'est pas toujours aussi simple de calculer un PER. Premier exemple avec Verizon, télécommunications aux États-Unis, on voit qu'il y a un PER de 6,76. Et ça, c'est très bas comparé à la moyenne qu'on a vue juste avant. Pourquoi c'est très bas? C'est parce que sur Verizon, j'ai mis un petit article de presse, on a tout simplement un problème. On a un problème de câble de plomb qui a été annoncé et qui incite à avoir un doute sur le marché, sur les procédures légales, sur plein de choses qui vont faire que peut-être que l'action, que l'entreprise en tout cas, va devoir payer très cher pour remplacer un certain nombre de câbles et les remettre à jour. Donc, en fait, le PER, il ne comprend pas les profits de l'action sur les profits de l'action actuelle. Il va comprendre les profits futurs. Et donc, vu qu'on sème le doute à se dire qu'il y a des câbles en plomb à changer, tout de suite, la pire chose sur un marché, c'est d'avoir des doutes. Là, c'est quelque chose qui peut coûter très cher. Remplacer tous les câbles des États-Unis notamment, ça peut coûter très cher. Donc, tout de suite, on évacue assez rapidement. Et c'est pour ça que ça plonge très rapidement. 7,5% en un jour, on voit en juillet. Donc, là, on anticipe clairement des revenus baissier, ou alors on anticipe un doute, quoi que ce soit de négatif, et c'est pour ça que le PER est mauvais. Deuxième exemple avec Nexity, on continue un peu sur cet horizon, mais bon là il y a moins de doutes, c'est plus factuel, c'est qu'on a une baisse des ventes là, d'après Statista, en 2017, au Q1 on était à 30 000, là au Q1 de 2022 on approche plus des 20 000. Donc en fait on a une baisse des ventes, qui continue d'ailleurs. Là, par exemple, on a des notaires qui nous disent, d'après Le Monde, que ça va baisser encore de 5%, le prix des appartements. Bref, un environnement immobilier qui est assez instable, en décroissance, en tout cas sur cette période-là, et qui fait que le prix de l'action baisse et est faible parce qu'on anticipe une baisse des revenus futurs. Encore une fois, le PER est un indicateur présent. Et c'est pour ça que s'il est faible, c'est qu'on a anticipé quelque chose de négatif au futur. On passe maintenant à Shockwave. Shockwave, entreprise de santé qui fabrique des petits tuyaux aux États-Unis pour nettoyer la calcification des vaisseaux sanguins. On a un PE ratio de 35. Jusque-là, voilà. Sauf qu'on a un revenu qui a doublé l'année dernière. Un PER de 35 pour une entreprise qui double son revenu, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Un PER de 35, souvent c'est une entreprise, allez, de mon point de vue en tout cas, parce que je rappelle que je suis pas conseiller en investissement, mais de mon point de vue c'est une entreprise qui augmente plutôt ses revenus entre 20 et 30%. Là on double ses revenus, autant vous dire qu'un PER ratio à 35, ce n'est pas normal. Sauf si, et là je l'ai mis un petit carré, on retrouve un income tax expense en négatif à moins 95 qui joue un rôle sur le résultat net très important. Donc en fait, là on voit qu'on a quelque chose, je ne sais pas d'où ça sort, mais on a quelque chose qui n'a pas été... en tout cas qui ne sera pas régulier, qui ne reviendra pas, je ne sais pas encore à quoi c'est dû, peut-être un surplus ou un surpaiement ou je sais pas, des subventions, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas c'est pas quelque chose qui reviendra régulièrement dans le compte, et en fait ça bouge tous les résultats de l'année, et on a un PER qui est totalement faussé, parce que c'est quelque chose encore une fois qui ne reviendra pas. Donc pour calculer ce PER, il faudrait enlever ce prix pour avoir un PER qui se rapproche déjà plus de la valeur réelle des bénéfices de l'entreprise. Donc voilà, attention à ça, attention aux comptes. Des fois il y a des choses qui sont inhabituelles et qui changent. Surtout ici par exemple,
fortement les résultats de l'entreprise. Plus d'un tiers là. Palo Alto, entreprise de cybersécurité. Alors là, on a un PER à 191, qui peut sembler très très cher, et c'est vrai, en moyenne, comparé à la moyenne, c'est très cher. Cependant, on est sur une entreprise en fait qui a une stratégie de développement très élevée. Comment est-ce qu'on peut voir ça? Pareil, on doit reprendre les comptes, et là on va aller dans les dépenses opérationnelles. On voit qu'entre 2018 et 2023, en 5 ans, ils ont quadruplé leurs dépenses en recherche et développement. Ils ont plus que doublé leurs dépenses en vente et marketing. Donc ça montre bien que en fait, c'est une entreprise qui augmente ses revenus. Là, on le voit, ils ont à peu près triplé leurs revenus en 5 ans. Donc, pas de souci là-dessus. Au niveau des net income, on les a pas, mais je ne m'inquiète pas pour ça. C'est une entreprise qui font généralement des bonnes marges derrière, sauf justement quand elles investissent beaucoup. Et là est le point, c'est qu'en fait ces entreprises, notamment Palo Alto, investit beaucoup dans sa croissance. Et donc c'est pour ça qu'on a un PER qui est élevé, c'est parce que du coup les résultats s'en trouvent impactés au court terme. Parce que on n'a pas beaucoup de résultats vu qu'on investit beaucoup. Mais le moment où soit on va réduire les dépenses, soit on va couper l'augmentation des dépenses parce qu'on voit que la croissance va naturellement toute seule et que on n'a plus besoin, enfin on n'a plus autant de croissance. Là on sait qu'on aura des grosses marges. Et là pour le coup, ces dépenses opérationnelles auront beaucoup moins d'importance par rapport au revenu brut qu'on a juste en haut là. Vous voyez là c'est à peu près similaire à chaque fois, ça augmente par rapport au revenu brut, donc il s'autofinancent, c'est bien, mais du coup on n'a pas de résultat net, ou quasiment pas. Et c'est pour ça que le PE ratio est cher, c'est parce qu'on divise un prix par un résultat net qui est hyper faible à cause de ces dépenses opérationnelles. Donc en fait, sur ce type d'entreprise, il ne faut pas se baser sur le PE ratio parce que c'est une entreprise de croissance, il faut mieux se baser sur les revenus et à la limite les marges des concurrents pour voir à peu près jusqu'où ça pourrait nous emmener si on baissait ces dépenses opérationnelles. Et enfin, on finit rapidement, on est à peu près dans le même concept ici, sauf qu'ici on n'a pas de PER ratio. Alors comment c'est possible? C'est tout simplement que l'entreprise ne fait pas de gains, c'est-à-dire n'a pas de profit. Est-ce que c'est mal? Absolument pas. Cloudflare, c'est une entreprise qui va très bien, qui est en grosse croissance. C'est simplement que eux dépensent un petit peu plus. Là, je reviens sur Palo Alto, qui dépensent un petit peu plus dans leurs operating, donc dans leurs dépenses opérationnelles, que dans leurs revenus bruts. C'est pour ça qu'on n'a pas de profit et donc de PER, parce que le PER, je le rappelle, est basé sur les profits, les earnings. Donc Cloudflare, en fait, ne dégage pas de profit, et c'est pour ça qu'on n'a pas de PER disponible, mais c'est une entreprise qui va très bien. Donc pour se renseigner sur ce genre de choses, il faut aller voir les comptes, il faut aller voir les revenus, il faut aller voir la croissance. Pareil, il faut aller voir les marges du secteur, il faut aller voir plein de choses et s'intéresser à l'entreprise pour comprendre quelle est sa réelle valeur. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu. On se retrouve à une prochaine. Salut!